Je termine avec la question de la gouvernance. Donc, il y a à peu près 15 jours, il me semble, on est venu plusieurs à Québec, donc à l'Assemblée nationale, et dans la même journée, en fait, on présentait 2 mémoires en commission parlementaire. Un mémoire le matin sur le développement du territoire forestier, donc une vision écosystémique et à long terme du développement de la forêt, et l'après-midi, mémoire sur la gouvernance des cégeps et universités. Bon, si vous êtes ici, c'est sans doute qu'à part Québec solidaire, ce sujet vous intéresse. Donc, en quelques mots, puis peut-être dans la période d'échange, on pourra, en tout cas, je verrai ce qui vous intéresse le plus. Juste vous dire que, pour l'essentiel, ce que notre mémoire dit, c'est non au projet de loi 38 et 44. Je pourrais quasiment arrêter là, mais je vais quand même expliquer un peu, là. C'est non. Et pourquoi c'est non? Parce que, tu sais, assez souvent, on va dire, bon, il y a quand même des bonnes affaires, ça pourrait être amélioré. Nous, on a dit, non, vous devriez gentiment mettre ça à la poubelle et refaire vos devoirs. Puis en fait, refaire vos devoirs, on n'est même pas sûr qu'on a vraiment besoin d'un projet de loi sur la gouvernance des cégeps et universités. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que le gouvernement du Québec, son intention est vraiment claire. Se basant sur les problèmes financiers qu'a connu l'UQAM, je ne vous en parle pas, vous les connaissez par cœur sûrement, le gouvernement dit qu'il y a eu un problème de gouvernance. Donc, ben oui, c'est sûr qu'il y a eu un problème de gouvernance, mais en fait, c'est les gens du conseil d'administration, étudiants et professeurs, donc les gens qu'on appelle à l'interne, qui ont le plus posé de questions sur l'îlot voyageur, et qui se sont fait répondre qu'il n'y avait pas de problème, que tout était correct, alors que les gens de l'extérieur, qui siégeaient au CA, n'avaient rien à dire sur ce projet-là. Alors, à quoi sert-il de faire un projet de loi pour dire, pour que les universités et les cégeps soient mieux administrés, là, ça va prendre une majorité, 60%, de membres externes à cette université au cégep. Ce qu'on a tenté d'expliquer en commission parlementaire, c'est, comme diraient les enfants, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est pas parce qu'on vient de l'entreprise privée, parce qu'on sent que tout ça est assez inspiré du modèle entreprise privée, c'est pas parce qu'on vient de l'entreprise privée et qu'on siège sur le CA d'une université qu'automatiquement, on va mieux savoir gérer cette université que quelqu'un qui représente les étudiants, étudiantes et professeurs à l'interne. Si d'ailleurs le privé, dans les 20-30 dernières années, avait été si bon gestionnaire que ça, on ne serait peut-être pas retrouvé en crise économique. Il y a une sacrée limite là, à nous faire croire tout le temps que le privé, c'est tellement meilleur, c'est tellement formidable. Eux, au moins, ils savent gérer des entreprises, c'est efficace, puis ça fonctionne. Ben, excusez-moi, là, mais des scandales, des fraudes, des faillites, ça n'arrête pas. Là, CanOest est en faillite. Bon, ça, c'est l'avant-dernière que j'ai entendue. Là. Elle est où, la preuve par 4? Là? Moi, j'en vois pas. Je ne dis pas non plus que tout le privé est mal géré. Ben non, je ne dis pas ça. Puis je ne dis pas que tout le public est toujours super bien géré. Je ne dis pas ça non plus. Je dis juste que les universités et les cégeps, ce dont elles ont besoin, pour vrai, c'est d'un réinvestissement massif de l'État dans l'éducation. Voilà le vrai problème. Jamais l'UQAM ne se serait lancé dans ces foutus projets immobiliers si l'UQAM n'avait pas été sous-financé. C'est pas tellement compliqué. Quand je pense que l'UQAM voulait même émettre des obligations, ça va loin, là. Moi, je pense que ce que ça manifeste, c'est un état un peu congénital de sous-financement. C'est là qu'il est le problème. Alors, c'est ce qu'on est allé dire en campagne, en commission parlementaire. Ce qu'on est allé dire, c'est vous tentez de régler un problème réel, mais que nous estimons réel, en tout cas, qui est celui du sous-financement, par une solution de gouvernance qui tend à dire les gens à l'interne, au fond, ils ne sont pas vraiment compétents pour amener une majorité de membres externes. Donc, on leur a dit, ça ne tient pas debout. C'est une mauvaise construction, elle est illogique. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que là, on est devant des écoles de pensée.
c'est très clair, puis vous qui êtes des étudiants et étudiantes universitaires, j'imagine que vous le voyez très bien, il y a une école de pensée qui est très managériale, qui est très science de la gestion, pour au moins un certain nombre de ses représentants, peut-être pas tous, et qui vraiment veut importer un certain modèle de l'entreprise privée à l'université. Et dans ce modèle, le président du conseil du patronat l'a dit très bien l'été passé, il n'est pas question qu'une institution soit dirigée par des gens qui y travaillent ou qui y étudient. Ça n'a pas de bon sens, ça, là, parce qu'ils ne sont pas impartiaux, ils sont biaisés. Comme si dans l'entreprise, selon leur fameux modèle managérial, il n'y a jamais personne de biaisé. Tout le monde est impartial. Les actions à faire, puis les options à gagner, puis les bonus, là, ça ne rend pas les gens du tout partiaux. Ben, voyons donc, je rêve, là, c'est quoi cette affaire-là? Alors nous, on leur dit, non, nous, notre école de pensée, puis vous savez, au fond, on pourrait y réfléchir, ça serait amusant, c'est peut-être applicable ailleurs que dans les universités et les cégeps, là. Hein? Peut-être qu'à l'intérieur même des entreprises, là, j'ose aller loin, peut-être qu'à l'intérieur de d'autres services publics, en santé par exemple, on pourrait oser se poser la question, est-ce que ça se pourrait que les gens qui y travaillent, en collaboration bien sûr avec d'autres, c'est pas des bulles, là, mais puissent avoir un mot à dire sur le fonctionnement de l'institution? C'est une question intéressante. On a au moins le droit de se la poser. Je n'apporte pas de réponse ferme et définitive, mais les coopératives, par exemple, coopératives où les travailleurs ont des sièges au comité de coordination, ça ne fonctionne pas plus mal qu'ailleurs. Donc, nous, on leur a dit en commission parlementaire, voilà des questions que nous trouvons philosophiquement intéressantes, qui déjà peuvent s'appliquer dans les secteurs des universités, mais qu'on n'hésitera pas à ouvrir peut-être à d'autres secteurs. Bon, alors ça a été ça notre position en commission parlementaire. En fait, on est peut-être allé plus loin que d'autres, mais je vous dirais quand même qu'à 90% à peu près tous les intervenants de cette commission parlementaire ont dit la même chose. Ne touchez pas à nos modèles actuels, on veut les conserver. Et donc, ben, je ne sais pas ce que la ministre prochaine va faire, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'alliés. Elle a l'ordre des comptables, le conseil du patronat. Peut-être une couple d'autres, je ne sais pas. Donc, c'est un dossier à suivre, mais moi, il me semble que l'avenir de l'éducation, ça ne passe pas par un petit projet de loi sur la gouvernance en disant on va amener des membres extérieurs. L'avenir de l'éducation, c'est le retour aux missions fondamentales des cégeps et universités, qu'ils n'ont pas tous oublié, il ne faut pas exagérer, mais c'est de s'assurer que ce sont des organismes complètement autonomes au plan académique, s'assurer que l'entreprise privée n'y joue pas de rôle indu en orientant les recherches, par exemple, et en empêchant les chercheurs parfois de diffuser leurs propres recherches, quand ça ne fait pas l'affaire du subventionnaire. Ça, c'est des vraies questions. Et ça revient toujours et encore à la question du sous-financement. Une autre vraie question, c'est est-ce qu'on va laisser se multiplier les expériences comme cette tentative de McGill, de vouloir faire payer 30 000 $ par année à des étudiants qui font un MBA en gestion. Ça, c'est une vraie question. Moi, je trouve ça totalement scandaleux. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, on est devant un vrai problème, là. McGill le fait, qui sait, ça pourra à un moment donné être une autre université. Et je ne pense pas que c'est le modèle dont on rêve pour le Québec. Moi, je rêve pour le Québec d'une éducation qui demeure la plus accessible possible à tout le monde, avec le développement du potentiel de tous les jeunes, le plus loin que ces jeunes-là veulent et peuvent aller. Ce n'est pas avec des frais de scolarité de 30 000 $ par année, à mon avis, qu'on y arrive. Je trouve ça parfaitement discriminatoire. C'est le modèle américain. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Voilà.